Je pense qu'il y a aussi un consensus sur il faut réduire les inégalités. Je voulais, en commençant, vous donner deux chiffres qui montrent un grand écart qui est un petit peu symbolique de ce que ce sujet, finalement, est sur le devant de la scène. Entre 1998 et 2010, l'immobilier en France a grimpé de 141%. Je vous passe les hausses de prix d'électricité, du gaz, de l'essence. Dans le même temps, en 2010, les patrons du CAC 40 ont vu leur rémunération augmenter de 34% avec une moyenne de 4 millions d'euros par an. Alors, ma question, elle est directe. Est-ce que, dans la période qu'on vit, il faut, comme le proposent certains candidats, taxer beaucoup plus fortement les hauts revenus? Bernard. Oncle Bernard. C'est moi qui m'y colle. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut taxer les hauts revenus et pourquoi je suis favorable à cette mesure qui ne rapportera rien des 75%. Et je suis bien conscient qu'elle ne rapportera rien. Mais je pense que dans certaines circonstances, l'économie doit céder la place à la morale. Pas toujours. Je sais bien que l'économie, c'est l'efficacité, c'est la rentabilité, etc. Je parle à des chefs d'entreprise, je sais très bien à qui je parle. Alors Bernard, mais je sais qu'à un moment donné... On a parlé de 75%. Oui. Prélèvements sociaux inclus, on est quasiment à 90%. Voilà. Bon. Donc sur plus d'1 million. Bien sûr, c'est beaucoup. C'est énorme. Mais en même temps, nous ne sommes pas dans un moment où 99,5% de la population peut accepter qu'il y ait des rémunérations aussi extravagantes et qu'il y ait des retraites chapeaux et qu'il y ait des surplus qui sont, ou des droits d'entrée ou des cadeaux d'entrée, etc. Je pense que il y a un moment où ça s'est passé aux États-Unis. Après, Roosevelt avait fait ça. Bon, ça n'a pas duré. Bien sûr que ça n'a pas duré. Ça ne durera pas. Mais je pense que pour faire prendre conscience aux Français que nous sommes dans un moment gravissime, très grave, il faut que l'élite de l'élite de l'élite, hein, c'est même pas l'élite, c'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, c'est la crème de la crème de la crème de la crème, montre d'une certaine manière l'exemple. Et puis après tout, elle avait fait un grand article dans Le Monde en disant « S'il vous plaît, taxez-nous ». Eh bien voilà, on va vous taxer, vous êtes content, hein, vous avez écrit ça dans Le Monde, eh bien vous devriez effectivement nous remercier. Nicolas. Oui, mais je vais peut-être vous surprendre, mais moi je suis assez d'accord avec Bernard. Ce que je trouve un peu sur cette mesure précise, puisque le débat en effet économique porte uniquement sur la fiscalité, ça j'ai bien compris. Alors là, par contre, on rentre dans un luxe de détail, hein, ça c'est bon. Mais bon, alors allons-y sur la question de la fiscalité. Ce qui me gêne, c'est pas les 75%, c'est en effet que plus la CSG, plus l'impôt sur la fortune, plus les impôts locaux, on arrive à plus de 100%. Donc là, je pense en effet qu'il y a quand même quelque chose qui est problématique. Mais si vous voulez, moi, je crois qu'il y a un niveau d'inégalité que la société ne peut pas admettre. Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas le connaître a priori, ce niveau d'inégalité. Mais on sent bien qu'on doit en être pas très loin. Voilà. Et en effet, vous parlez de la rémunération des dirigeants d'entreprise du CAC 40 qui augmente de 30 ou 35%, enfin, à la limite, peu importe, qui augmente là. Il est clair que vraiment, ils tendent le bâton pour se faire battre. Alors, il faut rappeler quand même, mais ça vous connaissez ça par cœur, que la rémunération moyenne d'un gérant d'entreprise en France doit tourner autour de 4 000 € par mois. Donc, ce qui n'est pas du tout... voilà. Mais je pense qu'en effet, il y a cette difficulté-là. Donc, cette proposition de François Hollande, honnêtement, ne constitue pas ce qui me gêne le plus dans son programme. Alors, cela dit, maintenant, il faut s'interroger sur les vraies raisons de ce creusement des inégalités. Parce qu'il y a un creusement des inégalités en France qui est récent, qui a 10 ans, qui est perturbant, parce que comme l'a dit Bernard, notre pacte social implicite, il est plutôt basé sur l'idée d'égalité. Donc c'est quelque chose qui est dérangeant. Et il me semble malgré tout qu'on est dans une situation de compétition fiscale. C'est-à-dire que le levier fiscal n'est peut-être pas le plus efficace pour traiter cette question des inégalités. Et là, je crois qu'il faut réinvestir de nouveaux champs. Alors, on en a déjà parlé, mais il faut par exemple que les économistes réinvestissent le champ de l'éducation, de la formation. Ça, je pense que ce sont vraiment des leviers très intéressants pour lutter contre les inégalités. Parce que les inégalités, il faut essayer de les contrôler par le haut, mais aussi les contrôler par le bas.
faut bien comprendre que les 100 ou 150 000 jeunes qui sortent, vous connaissez ça aussi par cœur, qui sortent du système éducatif tous les ans sans rien, ou les 8 ou 9% de la population française qui a du mal à lire et à s'exprimer, la société l'envoie au casse-pipe. Donc ça c'est un vrai vecteur d'inégalité. Donc je crois que si on veut réfléchir sérieusement à la question des inégalités, il faut essayer de déplacer le curseur des politiques publiques et le resituer plus en amont, notamment sur les questions de formation. Alors, autre question, Jean-Marc. On parle d'inégalité de revenus. Il y a aussi de formidables inégalités en termes de détention de capital. Une autre question qui se pose et qui est soulevée pendant cette campagne, c'est est-ce qu'il faut taxer plus le capital et les revenus du capital ? En fait, c'est exactement la même question. Alors, au-delà du 75% ou 75%, hein, on est dans un débat classique entre équité et efficacité. Clairement, on est allé... Moi, j'estime, mais ça c'est des convictions personnelles, qu'on était allé trop loin dans le sens de l'efficacité au détriment de l'équité. 75%, si on dépasse avec les autres prélèvements les 100%, on a un vrai problème d'efficacité. Si on n'a plus du tout d'efficacité, on n'a plus d'équité non plus. Donc bon, clairement, on a un problème d'ajustement, mais qui est un problème classique, je dirais, de politique économique. Mais le vrai problème derrière, c'est qu'en France, on a détaxé progressivement le capital avec toute une série de prélèvements forfaitaires, de prélèvements libératoires. Et on fait qu'on se retrouve avec une fiscalité du capital qui est très en deçà de la fiscalité du travail. Le vrai problème pour moi, il est là. Et quand on regarde les très grandes fortunes, là où se situe le problème, c'est pas sur le fait de 75%, etc. C'est sur le fait que sur tous les revenus du capital, ils sont taxés à un taux forfaitaire qui est sensiblement inférieur au taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu, qui est actuellement de 41%. Et donc, les gens très riches payent en moyenne moins d'impôts que les gens moins riches. On a exactement le même phénomène aux États-Unis, hein, où le milliardaire Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches au monde, a dit « J'ai un vrai problème, je paye proportionnellement à mon revenu, je paye moins d'impôts que ma secrétaire ». Eh bien, en France, on a exactement le même problème. Et la vraie action pour moi, et ce qui m'embête, c'est qu'on en parle beaucoup moins, il en est beaucoup moins question dans la campagne. Le vrai problème, c'est de retrouver une taxation du capital qui soit adaptée sans être spoliatrice. Et donc, je pense qu'il faut avoir une action sur les revenus du capital pour rapprocher, en tenant compte des doubles taxations, donc ça nous entraîne dans un débat très technique, mais il faut rapprocher la fiscalité du capital de celle du travail. Et puis ensuite, le capital lui-même, moi je pense qu'il faut le taxer, mais ça c'est encore un choix personnel en fonction de convictions, qui sont des convictions économiques, mais aussi sociales. C'est que je pense que il faut taxer le capital au moment où celui qui le détient n'a plus de problème, c'est-à-dire à son décès, c'est-à-dire taxer bien davantage les successions. L'un des problèmes qu'on a en France, de façon générale, c'est qu'on est dans une économie de la rente, où il vaut mieux avoir du capital qu'on a hérité de son père ou de sa mère, ou des deux, plutôt qu'avoir un capital qu'on a constitué par son travail. Là, on a un vrai problème, un problème d'équité et un problème d'efficacité. On peut régler les deux en même temps. Bernard Maris, pour favoriser l'ascension sociale. Oui, c'est très bien ce que Nicolas j'écoutais avec ravissement ce que disaient Jean-Marc et Nicolas. Non, c'est très très bien. Alors, oui, l'héritage, la transmission du patrimoine privé est taxée, mais pas la transmission du patrimoine commercial, industriel, etc. Donc ça, c'est très très bien qu'on puisse conserver la transmission de l'entreprise, parce qu'on constate, c'est pour ça que moi je suis pour la taxation des patrons du CAC 40, on constate que les propriétaires d'entreprises privées, si je puis dire, pas les managers, hein, à la Galbraith, sont beaucoup plus efficaces en fait que les autres. Donc c'est normal, parce que c'est leur capital, effectivement. Bon, en moyenne, le rendement du capital familial est plus... donc je pense que cette transmission du capital familial industriel, il faut la préserver, il faut favoriser les transmissions d'entreprises. Bon, vous connaissez le problème mieux que moi. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur la question de l'égalité. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Nous sommes français. Donc nous avons construit notre pacte sur l'égalité. La France est un pays égalitaire. On va en reparler tout à l'heure avec la question de l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Elle ne respecte plus le pacte d'égalité en
stigmatisant une partie de sa population et en faisant en sorte que cette partie de la population n'ait pas accès au marché du travail. Il faut préserver cette notion d'égalité qui nous est propre, qui est notre charme. Bon, peut-être que les gens doivent se dire, c'est pas très charmant, c'est un pays qui est trop égalitaire. Mais je ne vois pas comment vous voulez à la fois promouvoir l'égalité et laisser les successions d'entreprises. Il y a là une contradiction profonde. Soit on fait l'un, si on veut l'égalité, il faut l'égalité à chaque génération, et dans ce cas-là, on taxe les successions. Non, mais si on ne veut pas l'égalité, dans ce cas-là, ok, on autorise des transmissions d'entreprises. Il y a une contradiction profonde et j'aimerais que vous la leviez. Alors, je pense que j'aime bien que les chefs d'entreprise soient efficaces. Et je pense que la constitution d'un patrimoine industriel et la transmission de ce patrimoine industriel à ses enfants, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, est un facteur d'efficacité. Je me trompe peut-être. Mais dans ce cas-là, vous privilégiez Et en l'inégalité au nom de l'efficacité. On est un peu à front renversé, c'est assez amusant. Peut-être très amusant, mais je pense qu'en ce moment, on a besoin effectivement d'une certaine efficacité, et je ne veux pas tuer les rares leviers d'efficacité qu'on a dans ce pays. Alors, je pense que quelqu'un qui crée une entreprise, qui constitue un patrimoine industriel, qui veut former ses enfants à la direction de cette entreprise, aura une probabilité que cette entreprise soit efficace, plutôt qu'un manager qui hérite d'une entreprise et qui, effectivement, parce qu'il a été énarque, il arrive à la tête d'une entreprise et comme il n'a aucun souci, il va se remplir les poches et il n'aura pas l'efficacité absolument désirée. Donc je pense qu'il y a un vrai... C'est vrai, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut remettre... Mais certains libéraux sont d'accord avec ça. Alain Menn, par exemple, il est pour la suppression de l'héritage. Tout. Il veut qu'il n'y ait aucun héritage et que les cartes soient redistribuées finalement chaque fois, à chaque génération qui arrive, eh bien, chacun tire les nouvelles cartes et c'est reparti. Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense qu'il faut un minimum de justice. Je pense qu'on est allé trop loin dans l'exonération de l'héritage. Je pense que les patrimoines privés, les patrimoines privés, il n'y a pas que des entreprises. Il y a aussi quand même de l'immobilier, il y a aussi des contrats d'assurance vie, il y a quand même de la liquidité. Quand vous faites votre déclaration d'ISF, je ne sais pas si vous la faites, hein, moi non plus, donc vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses tout à fait différentes. Il n'y a pas que le patrimoine industriel. Mais je pense que l'idée que j'ai, je me trompe peut-être, hein, mais l'idée que j'ai, c'est que l'efficacité industrielle passe par la transmission du patrimoine industriel. Bon, je suis peut-être un peu long là-dessus, mais je suis fondamentalement égalitaire. Je ne vois pas en quoi je peux être en contradiction là-dessus. Je pense par exemple que la CMU est quelque chose de très bien, mais c'est formidable que quiconque sur le sol, il n'y a que les Français pour inventer ça, franchement, quiconque qui est sur le sol français légalement et qui est malade a le droit de se faire soigner pour la pire des maladies et la plus coûteuse des maladies. Mais je dis chapeau, chapeau, être arrivé à faire quelque chose d'aussi extraordinaire. De même que le droit à l'éducation. Et s'il y a bien une deuxième dépense dans laquelle il ne faut pas tailler, après vous pouvez tailler dans tout ce que vous voulez. Tout. Mais ne touchez pas, pour moi, à cette dépense essentielle. L'éducation, l'université, je ne sais pas. Mais ne touchez plus à l'éducation primaire. Il faut repartir, ça va nous prendre 20 ans, 10 ans. Mais surtout, ne touchez pas, recommencez notre pacte égalitaire républicain, refondez-le au plus bas, si je puis dire, à 3 ans, hein, à 4 ans. Et là, oui, vous aurez l'égalité, Jean-Marc, vous aurez l'égalité. Nicolas Bouzou. Oui, il a raison Bernard sur la question de l'éducation et de l'enseignement primaire. Alors moi qui suis vraiment un libéral dogmatique, qui veut tailler dans toutes les dépenses publiques, etc., je trouve qu'on est allé trop loin là, dans ce domaine-là, si vous voulez. Donc là clairement, je suis entièrement d'accord avec ça. Dans votre question, il y avait une source d'inégalité qu'on n'a pas traitée, mais qui me paraît très importante, c'est la question du logement, qui génère en réalité des inégalités patrimoniales. Le logement, les prix du logement augmentent très vite en France, ont beaucoup augmenté ces dernières années, et même plus qu'ailleurs, alors que les revenus des ménages n'ont pas plus augmenté qu'ailleurs, alors que les taux d'intérêt sont bas dans tous les pays du monde. Et en réalité, si les prix du logement augmentent beaucoup chez nous, c'est pour une bête question d'offre et de demande. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup construit, parce qu'on a construit 300, 400 000 logements, mais on en détruit aussi beaucoup tous les ans, et donc on a un parc de logements qui ne progresse quasiment pas. Et ça,
ça génère des effets redistributifs qui sont majeurs et qui sont très injustes parce qu'ils ne sont pas votés par le Parlement. Pourquoi ça génère des effets redistributifs? Parce que quand on construit peu et que vous êtes propriétaire, le prix de votre logement augmente. Et donc votre patrimoine se valorise. Et à l'inverse, quand vous voulez accéder au logement, vous vous retrouvez face à un mur, puisque les prix de l'accession au logement augmentent. Et donc c'est terriblement inégalitaire au détriment de ceux qu'on appelle les primo-accédants. Et là aussi, c'est un sujet qui n'est pas ou peu traité dans la campagne, c'est comment on fait pour construire beaucoup de logements. En réalité, on sait comment on fait pour construire beaucoup de logements. Il faut mettre du foncier, il faut rendre le foncier disponible, le rendre constructible. Il y a beaucoup de foncier constructible au niveau technique, il ne l'est pas au niveau administratif, mais au niveau technique, vous prenez l'avion, vous prenez le TGV, vous voyez rien. Donc c'est bien. Enfin, je veux dire, toute la France n'est pas une zone inondable ou toute la France n'est pas sur une faille sismique, si vous voulez. Donc on doit pouvoir construire, et en plus, ça fait de l'activité économique, ça génère du travail assez peu qualifié. Donc en plus, tout le monde est content. Mais il faut aussi, voilà, ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table. Et il me semble que derrière cette question du logement qui est assez peu traitée, il y a aussi une espèce de bombe politique, parce que quand vous voyez que, et je ne parle pas de Paris, mais à Rennes, à Marseille, à Dijon, à Lyon, vous n'avez quasiment pas de primo-accédants sur le marché, je me dis que derrière ça, il y a sans doute quelque chose qui peut être potentiellement, socialement compliqué, difficile à gérer. Voilà. Jean-Marc. Alors moi, je vais reprendre sur les 2 points. Le logement d'abord que vient d'évoquer Nicolas. C'est vrai qu'on a une source d'injustice absolument majeure, qu'on a des petites différences en début de vie professionnelle qui aboutissent à d'énormes différences plus tard. Imaginez que vous avez un jeune qui a la chance d'avoir un premier CDI et puis son copain qui a un CDD, période de chômage, re-CDD. Le premier pourra commencer à acheter son logement à 28 ans, 30 ans. Le second ne pourra pas. 30 ans plus tard, il y en a un qui sera devenu complètement propriétaire de son logement, qui n'aura plus de loyer à payer. L'autre aura un loyer qui lui prendra, selon l'endroit où il habite, 500, 600, 1000, 1500 euros par mois. Donc toute petite différence au départ qui aboutit à une énorme différence à l'arrivée. Comment agir? Mais Nicolas a tout à fait raison, il faut agir sur le foncier. C'est un point dont on ne parle pratiquement jamais en France. Alors Nicolas Sarkozy l'a fait à propos du coefficient d'occupation des sols. C'est une toute petite mesure. Le problème, il est ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on retient le foncier? Alors évidemment, on est dans un pays où on aime beaucoup l'administration, mais il y a aussi autre chose. C'est que la moitié des vendeurs de foncier, c'est les collectivités locales. Les collectivités locales, ça leur fait de l'argent. C'est l'une des sources majeures d'argent qui est encore à leur disposition, alors que la dotation globale de fonctionnement, qui est l'argent que leur donne l'État, est en voie de réduction, et que tous les impôts qui étaient à la disposition des collectivités locales sont en voie de rabougrissement. Donc la vente de terrain, c'est l'une des seules marges de manœuvre qu'ont les collectivités locales, et donc les collectivités locales, les communes, ont intérêt à ce que les terrains valent le plus cher possible pour, elles, avoir le maximum de ressources. Donc il faut agir sur ce problème-là. Sur l'école, moi, je pense évidemment qu'il y a une action majeure. Je pense sans doute qu'il ne faut pas réduire la dépense, mais il faut tout réorganiser à l'intérieur de l'école. Parce que si vous continuez de donner de l'argent à l'école comme elle est organisée aujourd'hui, l'école est la première machine à fabriquer des inégalités en France. Je vais vous donner 2 chiffres. En France, il y a 40% des jeunes à 15 ans qui ont redoublé. Moyenne des pays de l'OCDE, 13%. 3 fois plus en France. Pas 10% de plus, 20% de plus, 3 fois plus. Une année de perdu, c'est une année à financer, de formation, etc. Donc c'est beaucoup d'argent. Et c'est aussi une source d'inégalité. Deuxième, je vais vous montrer avec le deuxième point. Il y a une particularité dans toutes les écoles françaises qu'il n'y a dans aucune autre école ailleurs, ni en Italie, ni au Canada, ni aux États-Unis, ni en Chine. Et ça, il y a un livre remarquable qui raconte ça. L'école en France est la seule où dans toutes les classes, du CP jusqu'à la terminale, on a 3 groupes d'élèves. On a les mauvais, on a les moyens et on a les bons. Et qu'il faut en gros chacun un tiers. Alors un gros tiers, un petit tiers, etc. Moi j'ai fait du conseil de classe en tant que représentant de parents d'élèves. J'ai vécu ça dans des situations assez différentes. Pourquoi est-ce qu'on a ces 3 tiers ? Pourquoi est-ce qu'on a aussi ces 40% de redoublants? Parce que l'école fonctionne uniquement, pas uniquement, mais premièrement, elle fonctionne premièrement non comme une machine à former, non comme une machine à encourager les gens à apprendre, non comme une machine à inciter à acquérir des connaissances, mais comme une machine à sélectionner, à trier. Et donc on fait des tris, on fait des groupes, on fait des bons, des moins bons, et on fabrique l'inégalité
dès que les enfants ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. La France est le seul pays à avoir une école comme ça. Si on met plus d'argent dans cette école, elle continuera à faire ce tri encore mieux, mais elle fera du tri au lieu de faire de l'encouragement à la formation, de l'encouragement au potentiel des gens. Et ça, pour moi, c'est la plus profonde source d'inégalité en France. Dernière question pour clore le débat fiscal. Autre source d'inégalité vue comme telle, le discours, c'est les hauts revenus sont ceux qui paient le moins d'impôts grâce à l'utilisation des niches fiscales. Or, les niches fiscales, c'est ni plus ni moins que le résultat de la politique fiscale. Exemple, donnez à des œuvres et vous paierez moins d'impôts. Autrement dit, c'est vous qui donnez, ce n'est pas l'État qui donne, donc l'État vous fait payer moins d'impôts. Est-ce que c'est un vrai débat honnête, celui sur les niches fiscales? Bernard, Nicolas? Alors, je viens de lire un livre de Sloterdijk, c'est ça, il s'appelle, le philosophe allemand, et il propose de remplacer l'impôt par le don. Hein, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est vraiment c'est très très intéressant. Et il parle de Warren Buffett, et il reprend la phrase de Warren Buffett qui dit, il parle de ça, qui dit « je paye plus d'impôts que ma secrétaire, c'est pas normal », et c'est vrai, je paye moins d'impôts que ma secrétaire, c'est pas très normal. Et il dit ceci: je suis un type génial, donc ma fortune, je la dois certainement au fait que je sois génial, mais à 80%, je la dois à la collectivité, et il est normal que je restitue à la collectivité les 80% qu'elle m'a donnés. Je trouve ça, philosophiquement, extraordinaire quand même. Quelqu'un qui peut dire ça. C'est très américain. Nous, en France, on n'est pas habitué à faire de la donation. Donc, a priori, moi, je suis plutôt pour le dégrèvement fiscal pour ceux qui font des donations aux associations de recherche, etc. De ce côté-là, je pense que tout ce qui fait qu'on peut aller vers le collectif volontairement et non pas de façon obligatoire, parce qu'on m'impose, on me pousse vers le collectif, alors que parfois j'ai pas envie d'aller vers le collectif, tout ça, c'est une bonne chose. Donc les niches fiscales sont une bonne chose. Pas les niches fiscales, non, pas du tout. Non, tu m'as piégé là, mais pas du tout ça. C'est pas du tout ce que je veux dire. Bien sûr que certaines niches fiscales sont aberrantes. Hein. Il y a souvent un intérêt général qui est il faut absolument les supprimer. Mais puisque vous avez démarré sur la question de l'encouragement à la donation, aux dotations, etc., il faut que dans les universités, par exemple, maintenant qu'il y a la loi sur l'autonomie des universités, qui est une bonne loi, cher Jean-Marc, eh bien, il faut que les dotations arrivent et que les personnes privées abondent au fond des universités, au fond de recherche, etc. La subvention, bon, mais il faut qu'il y ait du fonds public aussi, bien entendu. Nicolas, Jean-Marc, plus de niches, alors? Alors, non, au contraire. Alors moi, je suis un fanatique des niches fiscales. J'adore ça, et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Oui, mais alors laissez-moi quand même. Oui, mais avant de dire que j'ai dit une bêtise, laisse-moi quand même terminer mon argumentation. Des niches fiscales, il y en a de deux sortes. Il y a des niches fiscales catégorielles. Alors, vous en avez plein. J'investis dans les DOM ou les trucs celliers, etc. Bon, évidemment, il faut supprimer tout ça, ça sert à rien. Ça coûte cher. D'ailleurs, les aides au logement, en règle générale, ça coûte 30 milliards d'euros. Il faudrait toutes les supprimer. Mais, et construire plus. Juste un petit point sur les aides au logement. Les aides au logement, c'est 2% du PIB en France, moyenne des pays de l'OCDE 1%, c'est-à-dire qu'on dépense 2 fois plus, et quand on regarde le sentiment des gens sur le confort de leur logement ou des indicateurs objectifs, c'est exactement pareil. Donc il y a 1% qui va dans la poche de la rente, encore une fois. Donc on a trouvé 15 milliards là. Et vous voyez, mais après il fallait expliquer aux promoteurs, mais moi je n'irai pas. Mais c'est pour ça que ça se fait pas d'ailleurs, c'est que personne ne veut y aller. Mais donc vous avez des niches fiscales bien évidemment qui sont néfastes et qui coûtent très cher, mais vous avez aussi des niches fiscales qu'on a mis en place pour de louables objectifs de politique publique, par exemple d'emploi. Le crédit impôt recherche, enfin, on peut peut-être en effet non mais aucun dispositif n'est parfait, mais je pense que c'est un bon dispositif, d'ailleurs qui existe depuis très longtemps, il a été étendu, mais il existe depuis très longtemps. Les déductions fiscales pour les gens qui emploient des gens à domicile, je pense qu'il faut aussi les conserver, si vous voulez. Donc, je ne pense pas qu'il faille faire haro sur les niches fiscales, il faut vraiment scanner l'ensemble de ces niches. La politique fiscale, c'est construite comme ça en France. La fiscalité, c'est construite par sédimentation. Donc, il y a une espèce de fantasme qui consiste à dire on va tout simplifier, on va faire le grand soir fiscal, on va supprimer les niches fiscales. C'est pas possible, ça s'est pas construit comme ça. Et alors moi, je vais en rajouter plein d'autres, par contre, parce que je suis un fanatique de la fiscalité environnementale. C'est-à-dire que je pense qu'on n'échappera pas à la question de la fiscalité environnementale, taxe carbone, tout ça, etc. Ça reviendra. Et je suis aussi un fanatique de ce qu'on appelle dans les pays scandinaves la fiscalité nutritionnelle, qui est une sorte de fiscalité environnementale
appliquée, puisque je m'intéresse aux questions d'économie de la santé, appliquée aux ingrédients nocifs, le sucre, le sel, les colorants, etc. Grosso modo, alors là, j'ai une proposition de niche fiscale très précise. Le tarama rose ne doit pas, évidemment, être taxé de la même façon que le tarama beige, parce que le tarama, c'est beige. Donc le type qui met des colorants roses pour que tout le monde soit malade, il faut évidemment, comme on dit dans notre jargon, internaliser cette externalité négative, si vous voulez. Donc je crois au contraire que les niches fiscales ont un très grand avenir et je le souhaite. Jean-Marc. Alors moi, je suis d'un avis radicalement opposé. Il y a 500 niches fiscales en France. 500. Hein. Pour collecter l'impôt en France, ça coûte 3 fois plus cher pour collecter la même somme, 3 fois plus cher en France qu'aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on a une fiscalité qui est affreusement compliquée, à cause notamment des niches fiscales. Pourquoi on a ces niches fiscales ? On a ces niches fiscales parce que les lobbies ont agi au fil des décennies. Et puis, ça a explosé à partir de 2002. Pourquoi à partir de 2002 ? Parce qu'à partir de 2002, le gouvernement dit « je gèle la dépense publique ». Ça a continué d'augmenter, ça a augmenté un peu moins, mais ça, voilà. Ça a tout de même beaucoup... il y a tout de même eu une petite rupture. La petite rupture, ça a été récupéré en disant aux gens « on ne vous donne pas de subvention, mais rassurez-vous, on va vous faire une niche ». Hein, les niches fiscales explosent à partir de 2002. L'explosion des niches fiscales, c'est le signe de la lâcheté des politiques, pour moi. La France s'en est toujours sortie quand elle a fait un grand coup de balai dans ses niches fiscales. Hein, on arrive en 1788 avec une dette qui est intenable. Hein, on s'en sort... Ça prend du temps, hein, ça prend 20 ans, mais on s'en sort en faisant un coup de balai sur des impôts qui étaient d'une stupidité absconse, absolument incroyable. On recommence après la guerre. En 1948, grand coup de balai sur toute la fiscalité, on crée les impôts modernes. On crée ensuite la TVA, qui est un impôt extraordinairement moderne, très simple d'utilisation par rapport aux niches. Hein, et encore, il y a beaucoup de niches sur la TVA. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'il faut, contrairement à Nicolas, qu'il faut faire un grand coup de balai sur les niches. En revanche, il faut en garder quelques-unes, pas tellement pour le côté symbolique, mais pour voir celles qui sont le plus puissantes en ce qu'elles apportent en termes d'emploi, en termes de recherche. Moi je crois que le crédit impôt recherche, c'est une stupidité, parce qu'il profite aux très grandes entreprises qui de toute façon investiraient. Donc même c'est pas le principe de l'impôt, c'est son application. C'est pas le principe de l'impôt en lui-même qui est pas bon. Non, mais cette niche profite à des grandes entreprises qui de toute façon investiraient en recherche. Donc il y a très peu de PME qui se servent de ce crédit d'impôt recherche. Donc moi je crois qu'il y a clairement un sérieux coup de balai à faire, mais l'expérience prouve que ce coup de balai, on n'arrive jamais à le faire quand on a l'impression que ça va. Il faut que la France aille encore plus mal pour qu'on donne ce grand coup de pied dans la fourmilière fiscale. Juste un mot. Un mot. L'impôt est quelque chose de démocratique. C'est un des piliers de la démocratie, l'impôt. C'est-à-dire que je consens à l'impôt. Hein, c'est le contraire de la prédation, l'impôt. Donc il faut qu'il ait une visibilité. C'est-à-dire que chacun sache à peu près ce qu'il paye et quelle est sa place dans l'impôt dans la société. Et ce que je reprocherais aux niches fiscales, c'est de créer du brouillard et de faire que le prélèvement obligatoire et démocratique qu'est l'impôt, je répète que c'est encore une fois, il n'y a pas de démocratie sans impôt. Hein. Les pays qui n'ont pas d'impôt, ce sont des pays qui ne sont pas démocratiques. Eh bien, le coup de balai sur les niches fiscales permettrait d'avoir cette visibilité. Juste un mot sur le lien impôt-démocratie. Nous avons créé la démocratie parlementaire pour lever l'impôt. C'est-à-dire qu'il y a un lien extraordinairement fort dans notre histoire. Si nous sommes en démocratie, c'est pour que l'État puisse lever les impôts sans qu'ils soient contestés.